Il n'est pas toujours aisé pour une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, et pour certains psys non plus d'ailleurs, de savoir sur quoi il faut bosser pour en sortir et pour en sortir définitivement. Là où certains en sont encore à penser que c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'il faut travailler, d'autres ont déjà compris que ce qui me dérange aujourd'hui, c'est des choses qui rejouent des traumatismes du passé qui n'ont pas encore été réglés. Comme si je les avais pas encore digérés dans le passé, du coup, ça m'est resservi aujourd'hui. Mais on a beau savoir que ce sont les événements du passé qu'il faut aller digérer, des événements indigestes du passé, on en a eu beaucoup. Mais lesquels en particulier est-ce qu'il faut travailler pour que ça libère votre trouble du comportement alimentaire aujourd'hui ? En psychothérapie active, on va aller travailler à détraumatiser la personne d'un souvenir très ancien, souvent avant 12-13 ans, voire même avant 8-9 ans. C'est-à-dire à un âge où elle n'était vraiment pas en capacité cérébrale, intellectuelle, cognitive de comprendre ce qui se joue, et certainement pas en capacité de se défendre ou d'exiger qu'on la défende. Donc à un âge dit de vulnérabilité sociale. Alors soyons clairs, tout le monde a vécu des choses difficiles dans son histoire. Mais par contre, tout le monde ne développe pas de troubles du comportement alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on cherche comme type d'événement qui soit digne d'être travaillé en séance pour que ça ait pour de vrai un impact sur les troubles alimentaires ? Quels ingrédients doivent être contenus dans cet événement pour que ce soit suffisamment choquant pour pouvoir provoquer ça ? C'est ce qu'on va voir là maintenant, c'est parti, liste des ingrédients. Ingrédient numéro 1, ce qui s'est passé n'était pas votre choix du tout. Vous l'avez subi, on vous l'a imposé. Si le matin au réveil, vous aviez pu écrire une lettre au Père Noël en disant « Cher Père Noël, aujourd'hui j'aimerais passer telle journée », il n'y aurait pas eu cet événement dans vos aspirations personnelles. Deuxième ingrédient, il faut que dans cette situation, il y ait eu un rapport de domination qui n'était pas en votre faveur. C'est-à-dire un plus fort que vous, un plus grand que vous, un plus impressionnant que vous, un plus dominant que vous, s'impose à vous et le contrôle de ce fait n'est plus entre vos mains. Quand on a 3 ans et qu'on est face à un adulte qui nous maintient le corps, on sent bien que le contrôle n'est pas dans notre main. Donc il faut qu'il y ait un rapport de domination et de soumission forcée. 3. Dans cette situation, vous auriez pour de vrai pu mourir. C'est-à-dire que si l'autre, le dominant, avait choisi d'aller jusqu'à vous tuer, s'il l'avait voulu, vous n'auriez rien pu faire, il aurait pu. Au moment où ça arrive, votre corps ne sait pas quel est le choix de l'autre, il ne connaît pas la fin de l'histoire, il ne sait pas si vous allez survivre ou si pour de vrai vous allez mourir. C'est-à-dire qu'en troisième critère, il faut que votre système nerveux ait pour de vrai eu l'impression d'une probable mort imminente. Quatrième ingrédient. Très souvent, il y a de l'incompréhension ou de la surprise. Ce truc-là, je ne m'y attendais pas. Ou venant de cette personne-là, je ne m'y attendais pas. Cinquième ingrédient. Votre corps, dans cette situation, a vraiment eu très peur et a subi un stress physiologique énorme qui a comme électrocuté votre corps. Il faut qu'il y ait eu une terreur en fait. Je précise, ça peut être une terreur consciente ou inconsciente. C'est-à-dire qu'une personne qui va se faire hurler dessus, elle va avoir 3 secondes de peur, très vite son système, du fait justement du shoot d'hormones de peur, va très vite la faire dissocier, et c'est comme si d'un coup elle sentait plus rien. Donc on ne cherche pas une peur consciente, on cherche une peur du corps, que la personne en ait conscience ou non. Souvent le repère, c'est si ça arrivait à votre enfant, est-ce que vous avez l'impression qu'il aurait peur dans cette situation ou pas ? Ah bah oui, ok, donc moi aussi j'ai dû avoir peur dans cette situation, que j'en ai eu conscience ou non au moment des faits. 6e ingrédient. On ne vous a pas secouru à temps. Autrement dit, personne n'est venu vous sauver pour vous faire échapper à ça. En fait, après cette situation, vous n'avez pas été mis en sécurité. C'est-à-dire que, pour différentes raisons, ça aurait pu se reproduire. Ce qui veut dire qu'une fois que la première agression est passée, votre système savait que ça aurait pu arriver à nouveau et s'est mis en vigilance, c'est-à-dire que vous aviez peur que ça se reproduise. Ou si vous avez été mis en sécurité, c'était pas suffisant pour vous sentir en sécurité. Après ça, il y a eu de l'insécurité qui n'a pas été prise en charge. Et dernier critère, et non des moindres, après ça, pour différentes raisons, vous n'avez pas été consolé.
Il n'y a pas eu d'aide pour recalmer votre système. Il n'y a pas eu cette phase-là de dépose-toi dans mes bras, tu peux y aller, prends le temps, apaise-toi, je te console, je te prends dans mes bras, pleure un bon coup. Il n'y a pas eu ça. Ou pas suffisamment longtemps. Dernier critère, c'est un ingrédient qui n'est pas nécessaire, mais qui est tellement fréquent que je préfère le mentionner, qui est le cas de figure où l'enfant vient de vivre quelque chose de choquant, et au moment où il demande de l'aide, non seulement il n'en reçoit pas, mais il se fait agresser par la personne en qui il avait confiance et à qui il demande de l'aide. Lorsque la personne à qui il crie au secours lui dit « c'est pas vrai, tu mens, je ne te crois pas », ou qu'il le culpabilise, c'est de ta faute, c'est bien fait, t'as dû le chercher, t'as bien dû faire quelque chose pour mériter ça, ou pire, qui va le punir ou le frapper pour avoir été agressé. J'en ai terminé pour les critères. Je vous disais en début de podcast que parler du présent peut être utile, mais à une chose, c'est aller repérer les mécanismes qui se rejouent et qui ont débuté lors d'un premier traumatisme passé. J'ai 3, 4, 5 ans, 10 ans, je vis un premier traumatisme, mon système nerveux reste figé dans ce traumatisme, et aujourd'hui au présent, si quelque chose de près ou de loin me rappelle ce premier traumatisme, mon système nerveux se suractive et me fait mal réagir ou mal vivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De toute façon, c'est pas très compliqué. Ce qui justifie que cette anorexie, cette boulimie, cette hyperphagie soit encore là dans votre vie aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui des situations qui échappent à votre contrôle et qui réactivent un peu trop les anciens traumas. Donc toutes les situations au présent qui sont des situations que vous n'avez pas choisies, qui vous sont imposées, que vous subissez, qui sont certainement pas ce que vous avez commandé au Père Noël le matin pour votre journée, menacent aujourd'hui de vous rappeler des traumas du passé. Et là, je peux reprendre tous les critères. Toutes les situations aujourd'hui dans lesquelles vous vous sentez soumise à une domination peuvent redéclencher les traumatismes du passé. Toutes les situations où il y a de l'incompréhension ou de la surprise, de je ne m'attendais pas à vivre ça, ou je ne m'attendais pas à vivre ça de sa part à lui, ou dans cette situation, peuvent redéclencher les traumas du passé. Toutes les situations où il y a beaucoup de peur dans votre corps peuvent redéclencher les traumas du passé, et vous reprenez tous les critères que je vous ai donnés. Donc toutes les situations où on ne vient pas vous sauver alors que vous êtes en train de subir un truc, quelqu'un est témoin, il bronche pas, il bouge pas, il vous défend pas. Toutes les situations où on vous console pas alors que vous avez vécu un drame ou alors que c'est difficile pour vous, toutes les situations où vous recevez pas d'aide peuvent redéclencher, réactiver les traumas du passé. Mais quel est le rapport avec l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, me direz-vous ? Il est question de suppression, de récupération du souvenir. À chaque fois que, aujourd'hui, dans le moment présent, vous stressez votre corps, vous lui imposez de la faim, ou du gavage, ou du vomissement, à chaque fois que vous imposez à votre organisme ce stress physiologique, techniquement, ça supprime la récupération des souvenirs du passé. Je ne peux pas être en train de me battre avec un stress du présent, là, maintenant, à devoir lutter avec ça, et me souvenir du passé. Les deux ne sont pas compatibles. Ce que je peux affirmer, si vous souffrez de troubles de la conduite alimentaire, c'est qu'il est fort probable que chacune de vos crises est un moyen inconscient pour vous de supprimer la récupération du souvenir. C'est un moyen qu'a trouvé votre inconscient de vous empêcher de vous souvenir de quelque chose qui est trop perturbant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il y a encore besoin de vous affamer, s'il y a encore besoin de bouffer, s'il y a encore besoin de vous faire vomir, c'est qu'il y a tout ou partie d'un souvenir qui attend d'être récupéré et dont la récupération est supprimée par le stress de chaque crise. À chaque fois que vous affamez votre corps, à chaque fois que vous gavez votre corps, à chaque fois que vous obligez votre corps à vomir, à chaque fois que vous obligez votre corps à faire beaucoup de sport, c'est-à-dire à chaque fois que vous stressez votre organisme, vous êtes en train de supprimer la récupération d'un souvenir encore trop douloureux pour vous. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe. J'accompagne maintenant depuis un peu plus de 13 ans les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui souhaitent en sortir complètement et définitivement. Aussi, si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les informations en description de ce podcast.